Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous ce soir dans cette émission. Nous avons une émission ce soir un petit peu spéciale. Je vais être clair avec vous. C'est quelque chose que nous n'avons jamais fait encore sur cette émission. On va vous parler de quelque chose peut-être dont vous n'avez pas connaissance. Et en réalité, le sujet de ce soir, c'est la décrimocratie. C'est quelque chose qui pourrait éventuellement, effectivement, changer notre façon de vivre, changer notre système. Et donc, nous allons essayer de vous faire comprendre qu'on n'est pas obligé, effectivement, de subir les crises, que le pouvoir n'est peut-être pas là où il devrait être, il est peut-être ailleurs. Et si, effectivement, commune par commune, citoyen par citoyen, nous pouvions, pourquoi pas, reprendre la main, eh bien, c'est ce que nous allons essayer de faire ce soir en vous proposant un outil concret qui est beaucoup ignoré, mais fondamental. Il s'appelle le DICRIM. Et nous allons mettre en avant des questions que tout le monde se pose. Comment rendre justement le pouvoir aux citoyens et aux citoyennes, responsabiliser bien sûr les maires, responsabiliser le système, essayer de changer ce système. Et pour répondre donc à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir ce soir 4 invités, Martine Donnette et Claude Diot. Bonsoir Martine et bonsoir Claude. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Merci de nous inviter. Merci d'être avec nous. On reçoit également alors je le rappelle quand même, c'est Martine Donnette et Claude Diot, c'est l'association en toute franchise qui défend bien sûr les commerçants et les artisans et qui lutte d'ailleurs contre certains droits qui sont donnés et certains abus, notamment dans le cadre des grandes surfaces, mais ils auront l'occasion bien sûr de nous en parler. Ensuite, eh bien, nous avons la chance aussi de recevoir ce soir avec nous un fidèle. Il s'appelle Philippe Grégoire, il est agriculteur, il s'occupe du SAMU agricole des acteurs locaux et il défend les circuits courts et surtout la reprise des factures. Bonsoir Philippe Grégoire. Bonsoir, merci Claude. Alors, on a aussi Stéphane Bernard, donc qui fait partie de l'association des maires démocrates de France, qui va nous parler bien sûr du citoyen, du paysan et de DICRIM. Et d'ailleurs, ma première question va s'adresser à lui. On peut dire que les crises s'accélèrent, qu'elles soient climatiques, qu'elles soient sanitaires, qu'elles soient économiques, sociales. Mais la première question que je voudrais vous poser, c'est qui est réellement prêt au niveau des communes en cas de crise et surtout qui doit agir, l'État, les maires ou les citoyens eux-mêmes. Donc Stéphane Bernard, aujourd'hui, les communes sont-elles réellement en mesure de gérer tout ce qui est crise majeure ? Bonsoir Bernard et merci de ton invitation. Bonsoir à Philippe, Martine et Claude, mes co-appelants, mes camarades de combat, on va dire. La question est multiple et diverse. En tout cas, le combat que nous menons, on l'aura bien compris, est à l'échelle communale. Nous avons tous fait, quelles que soient nos générations et quels que soient nos types de combats, le constat que la politique par le haut ne fonctionne pas. On ne va pas faire un état des lieux, puisque nous essayons d'être force de proposition et que bien évidemment, on a forcément aujourd'hui des constats qui ont été faits au fur et à mesure des décennies en ce qui concerne l'agriculture et le modèle agricole aujourd'hui, des décennies en ce qui concerne l'expansion et la mauvaise gestion foncière et le développement des grandes distributions dont Martine et Claude sont les exégètes de ce combat. Il y a des gens qui historiquement, comme Alexandre Boisson avec SOS Maire, depuis plus de 8 ans, mettent en avant justement ce combat au niveau communal. Et comme on a conclu et très rapidement que le débat national, la représentation parlementaire, la République, la 5e telle qu'elle est aujourd'hui, ou du moins telle qu'elle est utilisée, puisqu'elle a été conçue par un homme et pour un homme,
qui n'est plus depuis bien longtemps, même s'il est dans les mémoires et que tout le monde s'en sert de caution, n'est plus du tout d'actualité, et qu'aujourd'hui, la seule façon de pouvoir faire avancer les choses et d'essayer de changer le système et de peut-être apporter notre pierre à l'édifice, c'est le niveau communal. C'est ce que nous faisons par exemple avec la MDF, l'Association des mairies démocrates de France. C'est le combat que mènent Martine et Claude au niveau des communes. Ils vous en parleront mieux que moi. Et c'est le combat que Philippe Grégoire mène aussi depuis des décennies, avec une voix parfois dissonante au sein de l'agriculture et de la paysannerie française, mais une voix mûrement réfléchie et surtout une voix qui apporte des solutions. Et dans ce cadre de ce rencontre, avec SOS Maire et Alexandre Boisson, nous avons décidé de faire un appel. Avant l'émission, tu me posais la question de savoir si c'était une association, comment on pouvait adhérer. Il n'y a pas d'association, c'est une association de faits. Nous nous regroupons de façon apolitique, asyndicale. La seule politique que nous faisons, c'est celle qui est radicale au sens étymologique du terme, donc celui de la racine, à savoir la gestion de la cité. Et dans la cité, il y a des citoyens. Et l'élu est un citoyen au même titre que nous, au même titre que le paysan, que le commerçant, que l'artisan, que les associations, que les parents d'élèves, que les enfants. Nous sommes tous des citoyens. Et c'est à ce niveau-là que nous voulons essayer d'apporter des solutions. J'espère avoir répondu comme ça à ta question. En tout cas, on l'aura bien compris que notre combat, il est le combat de tous et que nos individualités doivent être au service du commun et donc du bien commun. C'est en ça aussi que le travail que tu fais, Bernard, avec Alliance du Peuple est tout dans la droite lignée de ce que nous essayons de faire tous ensemble. Oui, d'ailleurs, je ne fais que remarquer une chose, c'est qu'en fait, vous êtes des personnes vraiment engagées. J'admire le travail que vous faites depuis des années, sans compter que ce soit Philippe Grégoire, que ce soit bien sûr Martine et Claude, et que ce soit toi. Et c'est pas vous faire des compliments pour vous faire des compliments, c'est que réellement, ce que je trouve de positif dans tout ça, c'est que vous avez compris qu'il était impératif d'apporter de l'eau au moulin à ce combat, à la résistance, de comprendre enfin qu'on n'est pas seul, qu'on est nombreux à vouloir se battre et que le projet que nous avons, eh bien, c'est d'aller chercher son seau d'eau à la rivière pour le ramener au moulin et que chacun, que le seau soit plein ou à moitié rempli, peu importe, ce qui est important, c'est que cette relation entre nous, qui est plus cet ego absolument surdimensionné, puisque malheureusement, nous reproduisons souvent, trop souvent, les méfaits de ceux qui nous gouvernent. Et donc, on se bat pour quelque chose, mais on reproduit ces mêmes choses parfois au sein même de nos organisations. Donc ça, c'est de comprendre effectivement qu'il y a quelque chose que nous devons faire ensemble, se mettre autour d'une table et essayer d'apporter chacun de nous un petit quelque chose qui fera que peut-être demain on renversera la table. Ouais. Alors, ma prochaine question, elle s'adresse bien sûr à Philippe Grégoire. Je souhaiterais savoir, Philippe, si sur le plan communal de sauvegarde, est-ce que le DICRIM est appliqué partout ou uniquement seulement sur le papier aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des défaillances concernant l'application du DICRIM aujourd'hui dans les communes? Oui, pour être honnête, il y a très peu d'élus qui l'ont appliqué, hein. On est au début, sachant qu'avant qu'on parle de la décrimocratie, et quand Alexandre Boisson avec SOS Maire a commencé à relever déjà le sujet, il y a quelques maires précurseurs. Il y a Ingersheim dans le 67, il y en a un autre en Loire-Atlantique, je crois. Il y a quelques maires qui ont pris l'initiative bien avant qu'on parle de tout ça et je crois même qu'on se connaisse entre nous. Mais c'est des minorités, donc toute la commune est en autonomie, mais c'est des minorités. Sinon, ça va, mais ça va très lentement, trop lentement à mon goût. Faut le faire savoir, faut le faire connaître. On est là pour ça ce soir avec Stéphane et Martine pour
arrêter d'assassiner les petits commerçants, les petits artisans et les paysans. Et effectivement, le document d'ICRIM, beaucoup ne sont même pas au courant. Dans les habitants, j'en parle pas. Il y a même des élus qui, non, non, c'est lettre morte. Et ce qui se met en place, et là, il faut qu'on soit vigilant, c'est des plateformes gérées par les chambres d'agriculture et la FNSEA, où les agriculteurs, il y en aura quelques-uns qui vont livrer des produits à cette plateforme et ils vont dire dans les médias, bah, vous voyez, nous les élus, via les chambres d'agriculture, on a mis en place la décrimocratie, les projets alimentaires territoriaux. Et en réalité, cette plateforme, c'est une centrale qui va capter entre 20 et 30% de la valeur. Donc le paysan, il va vendre pas plus cher que s'il vendait à l'international. Donc c'est un coup d'épée dans l'eau. Et ça, faut le dénoncer. L'enjeu, Martine va en parler tout à l'heure aussi, mais l'enjeu pour nous les paysans, c'est que ça soit le paysan qui rédige lui-même sa facture, qu'on reprenne notre facturation, puisque sur 95 milliards d'euros qu'on fait à peu près maintenant de chiffre d'affaires, la Ferme France, seuls 3 milliards d'euros sont facturés par les paysans. Donc déjà, si on enlève la viticulture là-dedans, parce qu'il y a beaucoup de viticulteurs qui vendent au détail, bah, il ne reste pas grand-chose. Hein. Il reste quelques maraîchers, puis quelques gars qui font des fromages et des yaourts. Est-ce qu'il serait possible à la technique de nous remettre cette image parce qu'elle est un peu frappante, Philippe, par rapport à ce que tu viens de dire. C'est lié il revient 4,50 € net à l'agriculteur. 4,50 € net à l'agriculteur. Et sur 100 € TTC. Donc, inutile de vous dire, voilà, on a deux acteurs agroalimentaires et grande distribution qui à peu près, suivant les produits, captent pratiquement 70% à eux tous les deux. Donc le cœur du sujet, il est là. Et dans les 82% des agriculteurs qui gagnent moins du SMIC brut, beaucoup sont autour de 1 000 €. Hein. Alors, il y en a à 500, hein, mais on est beaucoup autour de 1 000 € sur une carrière. Bizarrement, les 18% qui gagnent plus du SMIC brut, il y en a qui sont à 2 500, 3 000, 4 000 €. Bizarrement, c'est ceux qu'on leur facture. La plupart, ils facturent. Donc, le fait de reprendre en main son destin et de serrer la main avec SOS Maire, l'association des mairies démocrates de France, de serrer la main aux consommateurs et aux maires de la commune, qui devra avancer. Alors, il va avancer à son rythme, mais quand il va voir que les voisins le font, il sera contraint de le faire. Simplement, il faut que ça se fasse dans le dialogue et pas dans le rapport de force. Non, mais ça c'est absolument vrai, mais par contre, cette image que vous venez de montrer, elle devrait circuler partout dans la presse, sur les écrans de télévision, parce que elle est vraiment incroyable. 4 Et avant de laisser la parole à Martine et aux autres, ce qu'il faut que les gens retiennent, ils sont accusés souvent, les consommateurs, le prix réel des produits, on ne l'a pas. C'est-à-dire, moi, je ne peux même pas vous le donner. Le prix d'un yaourt, d'une tomate, d'une banane, d'un poulet, parce que l'agriculture, elle est subventionnée, tout est subventionné. L'agroalimentaire est subventionné, les centrales d'achat sont subventionnées, l'irrigation est subventionnée, nos bâtiments agricoles sont, quand on monte un bâtiment, on est subventionné à 30-40% à la construction. Tout est faussé. Donc en réalité, souvent, je voudrais défendre les consommateurs, les gens, alors on leur dit c'est de leur faute, c'est 13% du budget des ménages, mais en réalité c'est faux. C'est 13% du budget des ménages calculé sur les 1650 milliards de consommation du budget des ménages, les chiffres de l'INSEE, ça c'est vrai, mais ils ne prennent pas les externalités négatives et ils ne prennent pas les subventions. Donc les subventions, c'est 5%, il faut rajouter. Les externalités, les négatives, le coût sur l'environnement, le traitement de l'eau et tout, c'est 5%. Et l'impact sur la maladie, parce que n'oubliez jamais que l'alimentation, c'est la santé, les maladies cardiovasculaires, les cancers, l'obésité, c'est estimé à 3%. Donc, il faut rajouter 13. 13 et 13, 26. En réalité, les gens, ça leur coûte 26%. Alors, il y en a une partie qui paye à la caisse et l'autre, il paye en faisant le plein d'essence, la TVA, les impôts directs, indirects, tous les prélèvements qu'on a hors la carte bleue dans le magasin. Donc, en fait, tout est faussé. Ouais, c'est assez incroyable. Je vais m'adresser tout de suite à Martine et Claude.
Et j'aurais ma première question que j'aurais pour vous deux, c'est concernant justement le DICRIM, est-ce que les maires, c'est par manque de moyens financiers qu'ils n'arrivent pas à assumer cette responsabilité ou à cause, est-ce que le DICRIM souffre des complexités administratives ou des manques carrément des manques de moyens? Je savais que vous battez sur pas mal de secteurs et notamment sur les grandes surfaces. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le DICRIM n'est pas en place à cause des complexités ou à cause du manque de moyens chez les maires? Alors, d'abord, je vais rappeler, parce qu'on n'a pas eu l'occasion depuis le début de l'émission, d'expliquer ce que c'est le DICRIM. C'est le document d'information communale des risques majeurs. Et dans ces risques majeurs, on a maintenant l'approvisionnement alimentaire. C'est pour ça que c'est important que tout le monde revienne au DICRIM. Parce que nous, personnellement, au départ, on parlait du DICRIM, mais avec le plan local, avec le plan de prévention des risques. Excusez-moi, oui, voilà. Ou le plan de prévention des risques. Mais on s'est aperçu au fur et à mesure, à partir du moment où ils ont mis l'alimentation, l'approvisionnement, la résilience alimentaire dans le DICRIM, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on se rassemble. On est tous ensemble. Ça, c'était la première chose que je voulais vous dire. Et puis, le DICRIM, pour beaucoup de maires, c'est un alibi. Parce qu'ils sont dans l'obligation de faire cette information, dans lequel ils mettent les zones à risque, c'est-à-dire les zones inondables, les zones à risque, les surfaces alimentaires. Et on voit très bien que quand ils donnent une autorisation de grande surface, ils ne le respectent pas, ce DICRIM. Ils ne respectent pas le plan local d'urbanisme, ils ne respectent pas les plans de prévention des risques et ils ne respectent pas maintenant l'approvisionnement alimentaire, puisqu'ils vont sur des zones agricoles sans que les plans locaux ont été modifiés. Et il faut savoir que tout ça, ça se passe entre élus. Et quand ils sont en commission départementale d'aménagement commercial ou en commission nationale d'aménagement commercial, aucun élu ne vérifie si le maire va violer ce document. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il est grand temps que le citoyen, parce que maintenant, on va parler, nous, on ne va pas accuser le citoyen. Au contraire, on a besoin de lui. On a besoin que le citoyen sache déjà tous les risques majeurs qu'il y a sur sa commune, parce qu'il y a des vies en danger, avec les incendies et autres, mais vous avez aussi, on le voit très bien avec les inondations, une imperméabilisation des sols qui a été faite auprès des communes où des villages n'ont jamais été inondés et ils se retrouvent avec des inondations qu'on n'en peut plus. Donc, si vous voulez, tout ça aujourd'hui, nous, il faut que le citoyen comprenne que ces désastres, ces dégâts ne sont pas… On nous dit que c'est le réchauffement climatique. On nous dit, mais la Terre, elle tourne toujours. Elle a toujours tourné depuis des millions d'années. Si aujourd'hui, ça s'accélère, c'est parce qu'il y a une urbanisation qui a été effrénée. Aujourd'hui, on est le pays qui a le plus de millions de mètres carrés de grandes surfaces. Donc, on n'a personne aujourd'hui, à part nous qui connaissons bien le sujet, mais personne n'a fait le rapprochement entre cette suréquipement commercial, parce que quand on parle d'exploitation commerciale, on oublie de dire que les entrepôts n'ont jamais été réglementés. Et vous imaginez ces millions d'entrepôts. Vous avez maintenant des entrepôts de 900 000 mètres carrés, mais il faut arrêter et on marche sur la tête. Donc avant, ils faisaient des entrepôts de 50 000, 100 000. Mais maintenant, avec l'histoire que tout vient de Chine, ils leur font encore des entrepôts encore plus grands. Donc, c'est pour ça qu'il faut que le citoyen sache que tous les risques majeurs qui sont dans le DICRIM, il faut qu'ils en soient informés.
C'est comment faire réagir le citoyen s'il n'est pas au courant des risques qu'il a sur sa commune. Et il n'y a jamais de diffusion par rapport aux municipalités, de diffusion de ce document d'information dans les boîtes aux lettres. Alors on nous dit, oui, Internet, mais je suis désolée, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas, qui ne sont pas branchées sur Internet. Il faut aller quand vous avez des personnes qui sont à 900 € par mois, même en travaillant, vous croyez qu'ils ont Internet? Donc il faut remettre la démocratie, il faut remettre ce document d'information communale sur les risques majeurs à la portée de tout le monde. Tout le monde doit savoir où c'est qu'on appelle les pompiers, où est-ce qu'on appelle aussi, où c'est qu'on appelle ça. C'est un des premiers éléments, je pense, de notre sujet de ce soir. Et après, on va voir comment chacun peut, avec ce DICRIM, refaire société. Il faut qu'on soit ensemble. Plus personne ne se parle. Plus personne ne se parle. Donc, il est temps, avec ce document et cette opportunité, parce que je pense que c'est une opportunité de refaire des réunions et de savoir comment on va gérer déjà l'approvisionnement alimentaire, parce que aucun maire nous dira mais attendez, demain, si le supermarché il a plus d'approvisionnement, on va pas nous dire mais chez qui on va chercher les pommes de terre? Chez qui on va chercher? Mais on marche complètement sur la tête. Bon, c'est un véritable scandale. Ouais. Alors, si je peux me permettre, Bernard, je voudrais expliquer un tout petit peu plus en détail ce qu'est la décrimocratie. C'est la contraction de deux mots, donc le DICRIM. Martine nous a expliqué que c'était donc ce document d'information des risques majeurs. C'est un document, c'est celui qui, au bout de la chaîne, devrait nous arriver partout. Et devrait être sur la porte de nos frigos, dans nos boîtes aux lettres, dans notre boîte mail, que chaque citoyen devrait connaître. Décrimocratie, vous avez le mot démocratie, d'où le combat citoyen que tout le monde mène ici, et notamment ce que nous faisons avec l'Association des mairies démocrates de France. Et ce en quoi l'appel de la décrimocratie diverge du travail historique, toujours d'actualité, bien évidemment, puisque aujourd'hui, on a des statistiques, on est en dessous de 5% d'application dans les communes de ce document. Donc, c'est quelque chose dont on a besoin. Pour comprendre la hiérarchisation exacte, c'est que le DICRIM est donc un document in fine que le citoyen a et qui s'intègre dans le cadre d'un plan communal de sauvegarde qui est une obligation légale. Et donc, ce plan communal de sauvegarde prend, comme son nom l'indique, en charge la sauvegarde des habitants, la préservation, la prévention des risques. On va le faire très simple et le plus schématiquement possible. Et puis, il y a des risques qui sont obligatoires. Il y a des risques qui sont non obligatoires parce qu'ils ne sont pas inscrits formellement dans la loi, mais qui sont fortement préconisés, y compris dans certains types de lois ou de décrets. Et puis, il y a la résilience alimentaire pérenne, locale et démocratique que nous voulons faire démocratique puisqu'elle s'appuie sur l'ensemble des citoyens. Donc, au premier niveau de cette hiérarchie, vous avez donc les risques naturels que vous avez ici en vert, donc dont parlait Martine, les inondations, les mouvements de terrain, les séismes, les risques technologies diverses, les risques sanitaires qui ont été ces dernières années mis en avant sur les pandémies, les maladies vectorielles et certains types de crises alimentaires. Et puis vous avez en orange tous les risques qui sont préconisés, qui sont parfois, quand il y a des plans communaux de sauvegarde qui sont mis en place, sont déjà présents. Et nous, ce que nous préconisons, ce que nous voulons que le citoyen s'empare, c'est donc l'obtention au sein du DICRIM des risques alimentaires au-delà des 72 heures, puisque nous avons légalement, entre guillemets, les maires ont une obligation légale des 72 heures dans le cadre de la résilience alimentaire, où vous en avez déjà, je pense, entendu parler de ce fameux livret que M. Macron devait nous envoyer en prévision de la guerre. C'est à ce niveau-là que nous essayons d'intervenir pour que les risques alimentaires soient
inscrits de façon définitive dans la loi, même s'ils sont déjà présents dans les préconisations, et surtout qu'elles soient dans une démarche citoyenne. C'est pour ça que nous sommes une association de fait avec des gens qui appellent au dit crime. Le mot dit crime est en fin de compte une porte ouverte et une forme de prétexte législatif, puisque les maires ont des responsabilités dans la loi à titre pénal, dans le code de l'environnement, dans le code de la sécurité civile et dans le code des collectivités territoriales aussi. Et ces responsabilités de maire, puisque l'on sait que le maire est le premier gendarme, le premier officier de police de la commune, et a donc des responsabilités, on sait que ce maire, à un moment donné, peut être appelé en responsabilité. Et c'est à ce niveau-là que nous essayons tous, appelons du dit crime. Vous avez aussi, parmi les appelants du dit crime, un collectif du Sud-Est qui s'appelle Escapade. Vous avez aussi Pamela Deligne qui officie au niveau des tiers-lieux. On en parlera un petit peu plus tard de tous les intervenants au sein du dit crime. Vous avez aussi une jeune femme maraîchère dans le 65 qui historiquement travaille avec nous, et aujourd'hui nous appelons à ce que chaque citoyen s'empare de ça par une action dont nous parlerons plus tôt. Voilà, je voulais juste remettre les choses en perspective dans les obligations légales et faire bien comprendre que la décrimocratie est une demande et un vecteur qui nous permet de refaire à la fois société, mais surtout, et c'était le but de notre association, au travail des relations et que nous avons tissé avec le temps avec Philippe Grégoire, de remettre la paysannerie, puisque vous l'aurez compris, on va faire du circuit court en permanence, on va essayer de mettre en place des types d'agriculture, quelle qu'elle soit. On n'est pas donneur de leçons, donc ceux qui ont des modèles agricoles les continueront, feront peut-être une forme de transition, mais en tout cas, on appelle à la responsabilité de nos élus à travers notre responsabilité de citoyens. J'ai été peut-être un petit peu long, mais je voulais remettre les choses en perspective. Je te redonne la parole, Bernard. Oui, eh bien, on va passer à la deuxième partie de notre émission. En attendant, on va passer une toute petite publicité. Je voulais juste vous dire que si vous pouvez, bien sûr, participer au maintien de TVADP, n'hésitez pas. Si vous pouvez faire un don à notre chaîne pour la partie technique, pour la partie développement de cette chaîne, qui, je le rappelle, est une chaîne citoyenne dont le financement ne dépend que de vous. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site de tvadp.fr ou sur le site de l'Alliance du Peuple. On a même lancé un abonnement à 2 € par mois. Donc, s'il y en a certains qui veulent donner moins, n'hésitez pas non plus. Voilà, ce serait pour nous aider. On va passer une petite publicité pour TVADP. Alors, nous allons tout de suite passer à une question. Donc, ça ne va pas être une provocation que je vais vous adresser, mais je voudrais juste, en tant que citoyen, comprendre quelque chose. Si les maires n'ont pas les moyens, si l'État, a priori, ne respecte pas non plus la solution du dit crime, alors, qui aujourd'hui protège vraiment réellement les citoyens, puisque en réalité, a priori, on n'a pas cette défense qui est prévue, n'est pas et ne peut pas être mise en place. Donc, est-ce que, Philippe Grégoire, on peut dire que le système actuel protège réellement le citoyen ou pas du tout? Non, le système actuel protège les grands groupes. Quand on parle de relocalisation, de faire travailler les commerçants, les artisans localement et puis les exploitations qu'on appelle dites familiales, mais voilà, c'est des emplois non délocalisables, c'est des emplois non délocalisables, tous ces emplois-là. Les PME, tout ce qui est plutôt petits commerçants, petits artisans et agriculteurs,
c'est 60% des emplois en France. Les grands groupes, c'est que 40. Donc les grands groupes, s'ils représentaient un peu moins et qu'on avait un peu plus de petits artisans et de petits commerçants et d'agriculteurs, on arriverait facilement à 1 million, plus d'1 million de travailleurs dans la machine économique en plus qu'aujourd'hui. La restauration, rien que la restauration collective, c'est 40 millions de repas par jour. Il y a 204 millions de repas consommés chaque jour, par nous, les Français, mais 40 millions, c'est la restauration collective. Donc, les élus n'ont pas les moyens, on va nous dire ça. Ce n'est pas vrai, parce que la politique des grands groupes de la grande distribution et de l'agroalimentaire, qui consiste à toujours baisser les prix, à aller vers le moins-disant social pour essayer, nous, les produits agricoles, parce que ça a été notre politique avec la FNSEA, qui continue d'exporter, de prendre des parts de marché sur des pays qui n'ont rien à voir avec nous et qui n'ont pas les mêmes conditions sociales, eh bien, on a effondré notre système intérieur, notre service public, tout. On s'est effondré pour baisser les prix, pour arriver à exporter. Donc, on est dépendant de la demande des autres, concurrent avec des gens à travers la planète, en Inde, en Chine et partout, au Brésil, qui font des produits. Et on a effondré le modèle agricole. Du coup, on s'est affaibli de décennie en décennie. Maintenant, on n'est plus exportateur. On est majoritairement importateur dans tout. On arrive presque à 30% de notre alimentation qui est importée. Et ce qu'on importe, il faut bien le payer. Hein. Donc, ce qu'on importe, nos importations dépendent du revenu national. Et le revenu national s'est appauvri parce que globalement, la population française s'est appauvrie. Donc, est-ce que ça coûte plus cher? La réponse, c'est non. Justement, ça coûte moins cher. Parce que le fait d'avoir baissé les prix et d'avoir appauvri les salariés, les petits commerçants, les petits artisans, les gens n'ont plus de pouvoir d'achat et la politique des prix bas nous a appauvris. Si on avait relocalisé, on aurait plus d'1 million d'emplois facilement dans la machine économique. Donc, plus d'1 million d'emplois, c'est des cotisants retraite. C'est des cotisants pour les retraites. C'est un impact sur les prestations sociales. L'ensemble de toute la redistribution des prestations sociales, c'est 950 milliards d'euros. Et l'ensemble des salaires, c'est 850 milliards d'euros. Mais cet équilibre-là, il dépend des gens qu'on a dans la machine économique à travailler. Comme les centrales d'achat ont effondré les prix et ont effondré le taux d'emploi dans les territoires, ils ont tué les petits commerçants et artisans, eh ben, ils n'ont pas créé de valeur ajoutée en réalité. Ils ont créé des méga structures avec des filiales pour échapper à la fiscalité que leur offre l'Union européenne, parce qu'on a fait l'Union européenne, elle devait nous tirer vers le haut, et à l'intérieur de l'Europe, on a des paradis fiscaux. Le propre d'un paradis fiscal, c'est de piller les recettes du voisin. Donc on a la Hollande, le Luxembourg, Malte, et on en a un autre, l'Irlande, voilà, on en a 4. Donc les centrales d'achat et l'agroalimentaire, ils ont monté des filiales dans les paradis fiscaux et ils ne payent pas ce qu'ils devraient payer et ils ont tué les commerçants, artisans et les paysans. Donc voilà le bilan. Donc est-ce que ça coûte plus cher à la France, aux consommateurs? Ben non. L'autre modèle, avec des emplois sur les territoires non délocalisables, ramènerait des cotisants, les gens travailleraient sur les territoires. L'alimentation, c'est la santé. Non, c'est le contraire, c'est ce modèle-là qui nous coûterait moins cher. Oui, alors, quand on compare l'agriculture aujourd'hui et l'agriculture à l'époque du général de Gaulle, Philippe, c'est disproportionné, parce que je crois qu'il reste combien? 500 000 paysans? Non, il n'en reste peut-être plus que 385 000 à l'heure où on parle, et il y en avait des millions à la sortie de la guerre, mais… 10 millions à la sortie de la guerre? Oui, 6 millions, 7 millions, oui. Mais est-ce que à l'époque du général de Gaulle, je crois qu'il y avait 10 millions de Français qui travaillaient pour l'agriculture? Alors, de paysans? Non. En tout, ben là, aujourd'hui, le modèle agricole, avec ce que ça génère, les emplois, l'ensemble du modèle agricole fait travailler 3 millions de personnes à travers les services, le machinisme, les phytos, tout ça. Mais les paysans, nous, on n'est plus 400 000, on est 385 000. Mais ça s'est dégradé de décennie en décennie, parce que, bon, tu parles du général de Gaulle, ça commençait déjà à travers l'agroalimentaire et les centrales d'achat les années 60, le groupe Leclerc,
à vouloir toujours faire moins cher que moins cher, faire des magasins gigantesques pour écraser les commerçants sur les territoires. Mais nous, sur le plan agricole, on a baissé de décennie en décennie parce qu'il y avait quelques outils. Il y avait quelques outils de régulation des marchés, il y avait la préférence communautaire. Tout ça, ils ont fait sauter tout ça. Ils ont ouvert les portes et les fenêtres du libre-échange pour mettre en compétition la paysannerie et les commerçants et artisans. Et puis alors maintenant, on est rendu à une autre échelle, hein, avec Amazon et tout ça. Maintenant, on est dans la financiarisation de l'agriculture et de l'économie en général. Donc, il faut penser que, et je vais m'arrêter là-dessus, pour bien vous rendre compte, moi je suis en contact avec des agriculteurs au niveau international. J'ai un gars en Amérique du Sud qui vit dans une yourte. Il est au bord d'une rivière, donc il livre ses bananes avec une barque. Hein, il est payé 2 € les 100 kilos. Qui dit mieux? Donc c'est ça la mondialisation. C'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Voilà. Ouais, les agriculteurs sont devenus, oui, des esclaves, alors que moi je me souviens, il y a une quarantaine d'années, la France était le grenier de l'Europe. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, puisque tu as parlé tout à l'heure des importations qui nous viennent de l'étranger, alors qu'on est un pays qui pourrait produire pour l'entièreté de sa population et qui pourrait, comme elle le faisait avant, exporter, bien sûr. Oui, mais pour que ça fonctionne, il faut relocaliser, comme on le dit là. Il ne faut pas des prix agricoles, il faut des prix de souveraineté nationale en lien avec, en toute franchise, Martine là, et Claude, SOS Maire, l'Association des mairies démocrates de France, le Réveil des terroirs, qui est une association aussi, le SAMU agricole des acteurs locaux. En fait, on est complémentaires avec Martine et Stéphane, on est complémentaires, on ne connaît pas tout. Donc, on est complémentaires les uns des autres et on veut informer les consommateurs et les élus qu'on a un enjeu énorme entre nos mains, sans passer par l'Élysée. Hein, ce qu'avait dit Coluche, il suffit d'arrêter d'en acheter pour plus qu'ils en vendent. Et donc, il faut qu'on soit patriote. Oui, je suis complètement d'accord. D'ailleurs, Martine, Donette et Claudio, sur le terrain aujourd'hui, puisque je sais que vous êtes souvent présents sur le terrain, que se passe-t-il réellement vis-à-vis du combat que vous menez avec les mairies? Et justement, j'aimerais que vous nous rappeliez un petit peu le combat que vous menez tous les deux aujourd'hui en France et dans plein de régions françaises. Alors, moi, ce que j'aimerais vous rappeler, c'est que la décentralisation, elle est de 1982. Depuis 1982, ce sont les maires qui signent les permis de construire à la grande distribution et que depuis 44 ans, il n'y a jamais eu de contre-pouvoir à la signature de ces permis de construire. Ça veut dire que ni les commerçants, ni les artisans, encore moins les paysans, mais que ce soit les bailleurs de beaux commerciaux, n'ont jamais pu attaquer ces permis de construire. La décentralisation n'a jamais été achevée. Alors, vous, forcément, sur le papier, alors vous avez toutes les lois. Hein. La loi peut faire ci, la loi fait ça, la loi vous protège, la loi… voilà. Donc, si on reprend le code général, le code de l'organisation judiciaire, il vous dit chaque citoyen a le droit à la justice. Sauf qu'ils ont oublié les commerçants, les artisans, les paysans. Ces trois-là, déjà, hein, on n'en parlait même pas. Alors ça, c'est le premier grief qu'on fait. Ça, on fait ce grief-là aux députés, aux sénateurs et au gouvernement, parce qu'on a des jugements dans lesquels nous avons demandé le droit de recours et le Conseil d'État nous a dit c'est législatif. Depuis que nous avons ces résultats du Conseil d'État, on a sollicité le Premier ministre, le ministre des Territoires, le ministre du Commerce pour avoir ce droit de recours. C'est le statu quo, c'est le silence complet. C'est tout, ils sont toujours absents. Donc, ça, je vous l'ai dit. Donc, ce que je voulais… Oui, voilà. Ce que vous voulez vous dire avec… Je vais revenir quand même à la décrimocratie. Donc, vous parliez, quelles sont nos relations avec les maires? Ben, écoutez, je suis désolée,
Mais nous, on a 58 associations en toute franchise sur 58 départements. Le problème, il est à l'identique. Alors, si on nous disait, bon, ça, c'est parce que c'est ça, c'est dans les Bouches-du-Rhône, ça, c'est par-ci, ça, c'est par-là. Mais non. Là, le dernier dossier qu'on vient de faire en Vendée, c'est exactement la même chose. Le maire a obtenu des subventions d'État pour faire une opération petite ville de demain. D'accord? Donc, il va rénover. Alors, il a rénové la place, il a rénové ci, il a rénové ça. Mais une fois qu'il a donné la rénovation, une fois que l'État, l'Agence nationale des territoires, lui a donné les fonds pour réaménager son centre-ville, qu'est-ce qu'il a fait? Il vient de redonner 9000 mètres carrés à une grande surface. Donc, si vous voulez, on avait un supermarché en centre-ville qui permettait à tout le monde de faire les courses à pied. Il n'y avait même pas besoin de véhicule. Là, il déplace le supermarché à 5 km et il multiplie sa surface par 3. Donc là, vous allez avoir, tout le monde va être obligé de prendre son véhicule. Le centre-ville, automatiquement, il ne va plus avoir l'attractivité du supermarché à l'intérieur. Donc, on a donné des subventions. Donc, il faut savoir que l'opération Cœur de Ville, alors l'opération Cœur de Ville, c'est pour les grandes villes, c'est 11 milliards et demi. 11 milliards et demi. Et vous avez toujours des magasins qui ferment. Il faudra peut-être se poser la question, pourquoi les magasins ferment alors qu'on leur a donné 11 milliards? Et l'opération Petite Ville de demain, c'est 4 milliards. Vous ne croyez pas que ces 11 milliards et 4 milliards, on n'aurait pas pu les mettre dans l'agriculture pour aider la paysannerie? Ça aurait été certainement beaucoup plus utile. Parce que si aujourd'hui les centres-villes sont détruits, c'est bien parce que la loi sur les équilibres, c'est-à-dire les lois sur l'abus de position dominante, sur la concurrence déloyale, les abus et les excès de pouvoir, mais tout ça, ça ne fonctionne absolument pas, puisqu'on ne peut pas aller devant la justice, expliquer le cas et faire vraiment mettre ça sur le tapis. Donc, on voit bien que les commerçants, les artisans, ils ont le même problème que la paysannerie, c'est-à-dire qu'on donne des subventions, mais on donne des subventions comme ça, on fait que ça, donner des subventions. Et puis après, vous avez dans les villes comme dans Paris, on vous met des bornes, et c'est plus accessible au commerce. Donc, si vous voulez, on a des surdoués. Alors, les surdoués, ils touchent les subventions et après, ils font l'inverse de ce que le programme de réaménagement des centres-villes, le programme de réaménagement des petites villes, eh bien, entre ce qui est décidé et ce qui est réalisé, malheureusement, il n'y a personne pour contrôler. Normalement, qui c'est qui aurait dû contrôler? C'est le préfet. Le préfet n'a pas contrôlé. Donc, c'est nous, associations de commerçants, qui sommes obligés de faire les recours. Voilà, on a été obligé de faire un recours auprès de l'Agence nationale des territoires pour savoir, parce qu'en plus, il faut savoir que quand le supermarché a demandé les 9000 mètres carrés, la Commission nationale a refusé le projet. La Commission nationale a refusé le projet, mais seulement le Conseil d'État a refusé de prendre la qualité et l'intérêt à agir d'un bailleur qui avec un bailleur de boulanger. Donc, je ne sais pas si vous voyez, on marche sur la tête. Nous, on a des idées, mais on n'est pas entendu, on n'est pas écouté. Donc, il faut tout revoir. C'est pour ça qu'on veut que le décrime va nous permettre, la décrimocratie va nous permettre de faire des relations, de retrouver des relations avec les citoyens. Parce que le citoyen, il n'est pas au courant de tout ça. Il faut que le citoyen arrive à comprendre qu'il marche sur la tête. On est gouverné par des gens qui marchent sur la tête. On donne des autorisations pour détruire les centres-villes. On donne de l'Amazone. On fait des entrepôts. Mais tout ça, ce n'est pas géré. Il n'y a pas de réglementation pour tout ce qui est Internet. Ouais, c'est assez incroyable d'entendre cela. Et donc, je voudrais justement m'adresser à Stéphane Bernard aussi pour lui demander, on vient d'entendre que il y a pas les règles ne sont pas respectées, que les petits commerçants sont laissés à l'abandon au profit de grandes surfaces. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui,
il vient d'y avoir les élections municipales. Est-ce que Stéphane Bernard, on peut dire qu'aujourd'hui, on demande trop aux maires? Alors, je ne sais pas si aux maires, on leur demande trop. En tout cas, ce que les citoyens, les rares citoyens, hein, il faut savoir que l'abstention, c'est le premier parti de France. Si on fait une analyse depuis les 20 dernières années où je me suis amusé à commencer à faire des statistiques sur le corps électoral, le premier parti de France depuis 20 ans, c'est le banni, c'est-à-dire les blancs, les abstentionnistes et les non-inscrits. Donc le détournement des citoyens de la vie politique est sans appel. On pensait que les communes et que cette campagne communale allait éventuellement mettre en avant quelques envies de démocratie citoyenne au niveau local. Et même si certaines mouvances revendiquent plus du double des listes citoyennes qui ont été élues, dont le double aussi ont rejoint au second tour des listes partisanes. Donc on voit bien qu'il y a une demande au niveau du peuple, au niveau de la citoyenneté, de s'inscrire et de participer de plus en plus à la politique. On sait aussi que la démocratie directe que nous revendiquons pour certains est incompatible avec la législation. On sait que ce que l'on nous donne comme droit à travers la démocratie participative au niveau local, c'est juste quelques possibilités, un droit de consultation citoyen, qu'il faut 10% de la population pour pouvoir éventuellement demander à ce que ce soit mis éventuellement s'ils le désirent à l'ordre du jour, et ils n'ont aucune obligation pour ça. Et on sait aussi très bien que le référendum communal demande 50% de participation. C'est un peu comme le référendum national d'initiative partagée. Ils ont fait en sorte, au fur et à mesure des décennies, de verrouiller le système. Je vous rappelle quand même à une époque qu'il fallait pas 500 signatures pour pouvoir briguer à la présidence. Ils ont monté à 500 signatures. Je vous rappelle qu'après la surprise, peut-être on pourrait appeler ça la surprise Asselineau, personne ne s'attendait à ce que M. François Asselineau, petit candidat et ses 500 signatures, en suivant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont levé l'immunité concernant le parrainage, hein, ce qu'on dit, ça s'appelle improprement le parrainage des maires. Donc du coup, grande difficulté. Lors des dernières élections, on a carrément eu quelque chose qui est inconstitutionnel, mais qui est passé comme une lettre à la poste. C'est M. Bayrou qui a décidé de donner des parrainages à qui mieux, à des gens, sous quels critères on ne sait pas, quelle est l'autorité, on n'en sait rien. Et comme il voit avancer petit à petit, un petit peu comme une petite lame de fond qui vient du large, l'élan démocratique citoyen au niveau communal, et ben maintenant, dans les petites mairies, ils ont rajouté encore quelque chose pour faire freiner cet élan démocratique. Ils ont rajouté les listes obligatoires paritaires de surcroît dans les petites communes. Donc on se rend bien compte que le système en place, hein, c'est pas nouveau. Hein. J'ai essuyé les plâtres pendant 6 ans des débuts d'Anticor dans les Pyrénées-Atlantiques où j'étais en tant que référent. J'ai bien vu ce qui se passait, hein, le combat légitime de Martine et Claude sur la collusion des maires avec les préfets, sur n'ayons pas peur des mots, hein, une forme de mafia organisée, que ce soit au niveau communal comme au niveau national. Je suis un ancien reporter de la grande distribution, donc je peux vous en parler. J'ai vu des choses à un niveau national effrayant, dont on ne peut pas bien sûr donner le détail, puisque aujourd'hui les acteurs sont à la fois décédés et en même temps il n'y a jamais eu de procédure. Martine nous rappelait à juste titre que la législation existe, que la régulation n'existe pas, mais la législation existe. C'est comme le décrime, c'est comme le plan communal de sauvegarde. Ce sont des lois qui existent, mais qui ne sont pas appliquées. On a un véritable problème, et comme de toute façon la corruption, encore une fois, n'ayons pas peur des mots, la corruption est générale. Voyons comment cela se passe au niveau de notre Parlement, au niveau national. Voyons les accords de partis.
hein. Et voyons aujourd'hui, d'ailleurs, même au niveau communal, comment cela se passe politiquement. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde se dit démocrate, tout le monde fait des listes citoyennes, et en fin de compte, c'est ce qu'on a appelé, nous, à la MDF, du démo-washing. On se rend compte, malheureusement, que tout le monde, aujourd'hui, comme les grands partis se réclament, ou les têtes de parti du général de Gaulle, ils se réclament tous de la démocratie. Mais la vraie démocratie, elle se fait sur le terrain, elle se fait avec tous les acteurs. Je vous montrerai tout à l'heure, parce que je ne veux pas monopoliser la parole, un petit schéma récapitulatif de ce que nous prônons et ce que l'on se rend compte. Et c'est là où le citoyen doit agir. Et c'est là où le citoyen paysan, et c'est là où le paysan qui lui-même est un citoyen, doit serrer la main dans ce triptyque vertueux avec les maires et que nous apprenons à nouveau à nous faire confiance parce que, comme le dit souvent Philippe à juste titre, et peut-être qu'il pourra développer, aujourd'hui, on est en permanence depuis une vingtaine, trentaine d'années dans les mois, dans les manifestations. On connaît pourtant les propositions, hein. J'ai à titre personnel eu la chance de partager des heures d'émission avec Philippe où aujourd'hui on sait toutes les propositions. On fait du sensationnalisme, y compris dans nos médias. Hein. Quand je dis nos médias, c'est soi-disant nos médias qui se disent résistants, ces médias qui se disent alternatifs, qui le sont vraiment, avec des gens qui œuvrent et qui font bien leur travail. Mais le problème, c'est que le modèle leur impose une forme de médiatisation et du coup, dès qu'il y a des propositions et dès qu'il y a des gens comme nous qui sont force de proposition, nous avons beaucoup de mal à pouvoir exprimer des choses qui sont du simple bon sens. Alors, je voudrais pas dire que ce que nous faisons est novateur, parce que ce n'est pas vrai. Il existe depuis des décennies des écolieux, des écovillages. Il y a en France des centaines, voire des milliers de citoyens ou de petits regroupements ou d'associations qui font déjà ce qu'il y a à faire. C'est comme l'expliquera Philippe, ce qui est important, c'est l'autonomie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'éleveur, le paysan ne doit plus être un simple éleveur-producteur. Il doit aussi être malheureusement un transformateur, un distributeur et une vente. Et on doit casser ce modèle économique et agricole pour revenir à des fermes beaucoup plus petites, mais qui sont génératrices de revenus, et puis arrêter cet esclavage. Enfin, qui aujourd'hui, dans les citoyens qui nous écoutent, accepterait d'avoir un salaire qui est dicté ni par la loi, ni en tant que producteur par son acheteur? Et c'est là où c'est incroyable, c'est que les paysans aujourd'hui ne sont pas maîtres de leur facturation parce que la valeur ajoutée est prise, comme on l'a expliqué tout à l'heure, par tous les intervenants qui sont des oligarchies, hein, au service de quelques-uns. Alors je sais que tout ça, c'est de la sémantique presque bolchevique, hein, ça peut prêter à sourire, j'entends bien, hein, mais c'est la triste réalité. Malheureusement, c'est comme ça que notre monde fonctionne. Et si aujourd'hui, les citoyens de divers secteurs d'activité, comme le sont Alexandre Boisson, Philippe Grégoire, Martine et Claude et tant d'autres, Jean-Claude Goni, Manon Benoît, bon bref, on va pas tous les citer, Pamela Deligne avec les tiers-lieux et compagnie, et tous ceux que nous ignorons qui œuvrent déjà. Mais aujourd'hui, il est important que nous comprenions que l'abstention est une fin de non-recevoir pour nous. Nous sommes incapables de pouvoir résoudre le problème si nous restons enfermés devant notre télévision ou devant notre smartphone. Alors c'est très bien parce qu'aujourd'hui on fait des émissions et c'est tant mieux, on peut essayer de faire un petit peu de prosélytisme comme on dit. Mais la difficulté c'est recréer le lien sur le terrain. Et il y a des milliers de gens qui le font en France et ça depuis très longtemps. Mais la problématique aujourd'hui c'est que les lois existent, elles ne sont pas respectées à cause de la corruption, et puis elles ne sont pas réclamées. C'est notre droit de citoyen, et nous devons, en tant que citoyens, réclamer ce droit à l'information, ce droit au décrime, et ce droit à un choix de vie que nous voulons faire. Et comme l'a dit Philippe, le premier médicament, c'est l'aliment, et la première des choses la plus importante, c'est ce que nous mangeons, ce que nous buvons. Et on sait que le modèle aujourd'hui agricole, qui nous a été vendu à la Seconde Guerre mondiale, peut-être pour des raisons peut-être historiques qui seraient à revoir, nous montre bien que c'est une fin de non-recevoir et qu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas à trouver les bonnes solutions
parce que le citoyen n'est pas un citoyen. Voilà, c'est en ça que nous demandons aux gens de reprendre le pouvoir et que ce que nous proposons, qui est un petit peu différent, c'est que les actions de terrain se couplent avec une action démocratique et politique. Il faut que les gens comprennent que la politique, ce n'est pas un gros mot. La politique, c'est la gestion de la cité. Et en tant que citoyens, nous avons ce devoir, afin d'éviter que, dans les dernières actualités, j'arrête ici, parce que je m'enflamme un petit peu, je suis désolé, mais que dans les dernières actualités, on mette face à face la police et les paysans, qui sont quand même les deux corps de métier qui se soucient le plus en France. Il faut qu'on se pose des questions, les vraies et les bonnes, et surtout, il faut que nous agissions. Voilà, je m'excuse, j'étais un petit peu long, je te redonne la parole. Je vois que Martine voudrait intervenir. Oui, alors, Martine, je t'en prie si tu veux intervenir. Oui, mais l'écran est voilà. Alors, suite à ce que Stéphane vient de dire, moi, je voudrais garder quand même une note très pessimiste. On a eu la chance de nous, par rapport à nos dossiers, hein, c'est que nous rencontrons les élus de l'opposition. Et les élus de l'opposition, eux, ils sont prêts à travailler. Ils sont prêts justement à dénoncer. Et ils sont prêts à faire des réunions. Donc, je pense que c'est c'est qu'on a plein de gens qui voudraient nous rejoindre. Et c'est là qu'il faut qu'on fasse de la communication pour qu'ils rejoignent cet esprit de dicrimocratie, de faire des réunions pour expliquer ce que c'est le dicrime à beaucoup de populations, à beaucoup de citoyens. Et je peux vous assurer que là, les derniers dossiers, eh bien, les élus de l'opposition, et c'est pour ça qu'on en avait parlé aussi la dernière fois, c'est qu'ils ont tellement eu de représailles des élus en place qu'eux, ils sont prêts ils ont été frustrés par rapport à la démocratie. C'est-à-dire qu'ils ont quand même été élus, ces élus de l'opposition, et on voit qu'ils ne sont absolument pas considérés. Donc, il faudrait qu'on arrive à considérer aussi les élus de l'opposition. Je ne parle pas des élus de l'opposition politique par rapport à la politique, hein, je parle des élus courageux qui ont quand même, malgré qu'ils ont été battus, continuent à rester au sein du conseil municipal. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et ces gens-là, ils seront plus à même à dire, il faut qu'on remette de la démocratie. Et il faudrait peut-être, en expliquant qu'il y a une porte de sortie avec ce dicrime, je pense que, nous, on est un peu plus âgés, mais j'espère que les jeunes vont comprendre qu'on ne peut plus laisser, parce que quand Stéphane parle de mafia et tout ça, on voit bien que dans des régions, ce sont des barons. Vous avez un président d'intercommunalité, mais il se prend toutes les subventions. Et les autres communes, ils ont le droit que de se taire. Et ça serait bien d'entendre ces élus de l'opposition qui n'arrivent pas à faire passer la démocratie, qui ne peuvent pas s'exprimer. Et quand on discute avec eux, ils nous disent, le maire, il ne veut pas nous donner les documents, le maire, il ne veut pas nous donner les informations. Ils sont sans arrêt en train de faire de l'opposition pour que la démocratie ne s'applique pas. Oui, alors, ce que je voudrais, il y a une personne qui nous a posé la question, est-ce qu'il y a des communes aujourd'hui en France qui appliquent le dicrime? Est-ce que ça existe? Qui peut me répondre à cette question? Qui peut répondre à la question? C'est novateur, notre action est novatrice. Donc, on en est pas au balbutiement, parce que, on n'a pas d'exemple de commune aujourd'hui où c'est en place? Si, il y en a une. Si, il y en a un qui est précurseur, hein. Je crois même qu'il a démarré. Alors, il n'a pas démarré avant qu'il y ait cette note qui vient du ministère de l'Intérieur, parce qu'en réalité, ça vient de sous Sarkozy, de façon indirecte. Ça vient de la loi 2004-811 du mois d'août 2004. Sur les risques majeurs, mais après ça traînait avant de se mettre en place. Et en fait, ça ne concernait pas de façon directe l'alimentation au départ. Les risques majeurs, c'était que les élus, à travers la sécurité civile et le ministère de l'Intérieur,
protège les populations. Des cyberattaques, 820 magasins ont été paralysés par une cyberattaque en Suède. Hein. Personne n'en a parlé de ça. Les magasins ont été tous bloqués. Hein. Donc, par ce biais-là, ça découle sur l'alimentation. Pourquoi ? Parce que s'il y a un risque majeur et que les circuits sont bloqués, comme on n'a que 72 heures de réserve pour toutes les grandes villes en France, à la 73e heure, il n'y a plus à manger. Et les réserves, elles sont dans les camions frigos, les camions blancs que vous croisez sur les routes, qui est une société, un bras de la FNSEA, une filiale de la FNSEA, 100 000 livraisons par jour en Europe. Donc, si demain, il y a un conflit et que la logistique est bloquée, à la 73e heure, on n'a plus à manger. Donc, par déduction, l'alimentation devient un problème. Pourquoi ? Passe même devant l'armement et tout le reste. Pourquoi ? C'est le chirurgien, s'il a plus à bouffer, il va pas pouvoir opérer. Et le pilote, il va plus monter dans l'avion s'il a plus à manger. Donc, de facto, ça bloque tout. Alors, moi, je voudrais revenir sur ce qui est important pour centraliser et regrouper toutes nos associations, c'est qu'il y a un réseau 100% français qui a été monté par quelqu'un il y a une dizaine d'années, Smart Réseau, et il met en contact sur tout le territoire français. Il faut aller taper ulcoop.fr. Les gens, ils ont des boutiques, il y a une marketplace, il y a une TV locale, il y a une télévision locale dans toutes les villes où les gens peuvent se filmer sur cette TV locale, montrer commerçants, artisans, agriculteurs, monter ce qu'ils font, leurs produits. Et c'est un réseau 100% français. Attention, sans publicité. Sans publicité. Donc, c'est un concurrent, si on veut dire, allez par là, de Google, Facebook et tout ça. Donc, ça, c'est un outil pour qu'on puisse se connecter sur les territoires, savoir qui vend de la viande, qui vend tout ça. Et j'en reviens, et après, je vais conclure un petit peu sur, je vais faire plaisir à Claude, j'en reviens aux médias. Quand vous voyez, et Stéphane l'a rappelé, la plupart des gens ne vont pas voter, quand vous voyez la manipulation des médias, mais c'est pas d'aujourd'hui, où ils sortent des images, où au deuxième tour, il y a Édouard Philippe contre Bardella, où Glucksmann est annoncé alors qu'ils ont des partis, il n'y a rien du tout. Ils n'ont même pas d'adhérents, ils n'ont rien. Les salles sont vides dans les départements. Donc, les médias manipulent la population comme ils veulent. Et malheureusement, les politiques, là, je retombe sur ce qu'a dit Martine, les politiques n'ont pas été courageux. Les maires des moyennes et grandes villes, ils sont achetés par la financiarisation de l'économie. Et là, je retombe sur un discours qui est le discours de Claude, de Bernard, pardon, excuse-moi, c'est que l'agroalimentaire dans le monde fait 10 trillions de dollars de chiffre d'affaires, 10 000 milliards de dollars de chiffre d'affaires dans le monde par an. Donc, parce que je pense tout de suite à l'idée peut-être une contribution sur le chiffre d'affaires. L'industrie pharmaceutique, 1700 milliards de dollars par an dans le monde. Et l'armement, 700 milliards de dollars par an. Mais attention, il faut rajouter à ça les 2400 milliards d'investissements qui sont pris en charge par les États pour soi-disant nous protéger des musulmans, de Poutine, vous voyez. Donc, vous voyez que de l'argent, il y en a. Le problème, c'est que les politiques à un haut niveau, Stéphane l'a dit, il a prononcé le mot mafia, on ne va pas se mentir, il y a une mafia. Et elle a démarré avant Emmanuel Macron. Oui, alors, pour répondre à la question que tu as posée, Bernard, excuse-moi, je te permets de te couper. Il y a évidemment des villes entre guillemets témoins, qu'elles soient au niveau de la démocratie très aboutie ou éventuellement de la résilience alimentaire. Il faut savoir que beaucoup de ces villes essayent de vivre heureux et donc de vivre cachés. Un petit peu comme certains écolieux ne font pas publicité de ce qu'ils font, un petit peu comme certains paysans, agriculteurs, éleveurs, producteurs font déjà les choses et très bien depuis très longtemps. La décrimocratie, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire prendre une conscience de masse au niveau des citoyens pour que les citoyens qui ne sont pas déjà dans l'action et qui ne sont pas déjà aujourd'hui investis soit dans une transition, soit déjà dans une reproduction d'un schéma qu'ils ont mis en place,
s'empare de ce sujet. Alors, on a parlé tout à l'heure, Philippe Grégoire, on a parlé, je vous invite, on a fait des émissions sur notre chaîne ADMF, une émission de présentation de Jean-Claude Mensch d'Ungersheim. Ce Voilà. monsieur en est à son 5e mandat. Sa ville est complètement autonome énergiquement, complètement autonome en termes de ressources alimentaires. C'est quelqu'un qui a eu de temps en temps les feux de la rampe à travers des documentaires, mais aussi une reconnaissance internationale. Il y a des villes témoins comme Ménil-la-Horgue aussi en termes de démocratie. Il y a beaucoup en France de villes qui sont des villes en transition. Il suffit de taper sur Internet, mais le problème, encore une fois, c'est que le concept est dévoyé. C'est-à-dire que on se sert de cette légitimité de démocratie, de cette légitimité de résilience alimentaire. On se sert du combat légitime des paysans pour l'attirer, soit à titre politique pour être percepteur des voix des électeurs, soit simplement, comme le disaient Martine et Claude, pour avoir les subventions. Et donc, c'est pas l'argent qui manque, c'est pas la loi et la législation aujourd'hui qui manquent, c'est la vraie volonté des citoyens de demander à leurs élus et à ceux qui ont les pouvoirs de décision d'appliquer une forme de décrimocratie, c'est-à-dire de mettre en place une résilience alimentaire pérenne et locale. C'est notre cheval de bataille, hein, qui est très ciblé, mais qui comprend bien entendu la totalité des risques majeurs. Parce que réfléchissons 2 minutes, et c'est juste un exemple. Si aujourd'hui on a beaucoup d'inondations, on le doit bien entendu à notre modèle agricole, puisque on a supprimé les haies, on a détruit nos sols. Hein, je vous rappelle tout le travail de Lydia et Claude Bourguignon, les combats de feu Pierre Rabhi, le combat aussi de Dominique Guillet, très bien repris par Amanda le fils avec Coco Pelli et tout ce qu'il y a sur la bataille de la graine et des semences. Et aujourd'hui, si on a des inondations, c'est parce que notre sol n'est plus capable de capter. Nous avons détruit nos forêts, il n'y a plus de haies, nos terrains sont morts. Si vous regardez autour de vous, vous avez des champs parfois à perte de vue de maïs et de céréales, et quand il n'y a pas dessus le produit qui est cultivé, allez voir les sols. Vous aurez tout de suite compris qu'il n'y a plus un ver de terre dedans et que le modèle économique, parce que c'est un modèle économique et pas un modèle agricole, a tué nos sols et donc a tué ce qu'il y avait naturel pour lutter contre les inondations. Et aujourd'hui, tout le monde le sait bien, en tout cas tous ceux qui ont un petit peu malheureusement de bouteilles comme nous, savent très bien parce que nous l'avons vécu, que nous avions la chance quand nous étions jeunes d'avoir des petits ruisseaux transparents dans lesquels on pouvait voir les poissons. Aujourd'hui, vous avez pratiquement plus de rivières parce que la terre est ravinée et parce que l'eau n'est plus perçue et est capable d'être retenue par nos sols qui sont morts. Et tout ça est un modèle économique. Donc la décrimocratie, par le désir de pouvoir remettre la résilience alimentaire, est porteur indirectement de tout ça. Alors, bien entendu, nous, encore une fois, on est un syndical, apolitique. Nous ne sommes pas donneurs de leçons. Nous ne demandons pas aux éleveurs ou aux agriculteurs de faire leur transition ou de changer de modèle. Nous leur demandons juste de travailler en concertation avec tous les acteurs qui sont sur le territoire au niveau communal pour que, éventuellement, par la suite, nous puissions appliquer cette forme de démocratie. Mais encore une fois, c'est une demande citoyenne, c'est un élan citoyen. Et des exemples, il y en a de nombreux. On les recensera d'ailleurs sur le site à titre dans la médiathèque que nous allons créer, hein, parce que le mouvement est très jeune. Hein, il a vu le jour en janvier de cette année. Je rappelle qu'historiquement, SOS Mère existe depuis plus de 8 ans maintenant, avec le combat d'Alexandre Boisson et Marjolaine est en place avec d'autres sur les risques majeurs. Nous nous insérons là-dedans dans une démarche qui mélange la démocratie, la citoyenneté et la résilience alimentaire parce que on trouve que c'est le carrefour. Hein, c'est un moyen
comme un autre. Voilà, je voulais préciser ça. Merci en tout cas pour ces explications. Donc, vous l'avez constaté au vu des explications qu'on nous a données depuis le début de cette émission sur les citoyens, sur les institutions, sur la théorie et la réalité, et sur la responsabilité et malheureusement l'incapacité à faire de nos élus. On peut dire que la décrimocratie est une solution citoyenne. Et je voudrais, on va passer à la dernière partie de cette émission parce que nous sommes en fin d'émission, mais je rappelle justement quelque chose qui est important, c'est qu'on a parlé des agriculteurs qui sont en difficulté. On va parler aussi des étudiants et je vais demander à la régie d'avoir la gentillesse de nous présenter cette vidéo qui parle malheureusement de nos étudiants qui sont en difficulté et on finira l'émission. Près de 900 000 étudiants français indiquent faire face à des difficultés financières. Beaucoup vivent dans la peur du lendemain, obligés de choisir entre payer le loyer et se nourrir. Aujourd'hui, des milliers de jeunes jonglent entre études et petits boulots. Pas pour s'enrichir, mais juste pour survivre. Pendant que des milliards circulent chaque jour dans les banques, notre jeunesse s'épuise pour joindre les deux bouts. Et si on changeait les règles du jeu? Imaginez une contribution de seulement 2% sur les transactions scripturales. Ces milliards qui bougent chaque jour entre les banques et les marchés. Avec ces 2%, chaque étudiant pourra percevoir 1 100 € pour vivre dignement. Ce n'est pas une utopie, c'est une révolution pacifique. Oui, cette loi a bien été déposée à l'Assemblée nationale. La proposition de loi numéro 3515 offre une solution concrète pour améliorer le quotidien des Français. Mais, comme tant d'autres avant elle, elle a été passée sous silence, laissée de côté par ceux censés défendre l'intérêt du peuple. Si toi aussi tu veux une France plus juste, plus libre, plus humaine, rejoins-nous dès maintenant. Ensemble, redonnons aux jeunes Français la possibilité d'étudier, de vivre et de rêver à nouveau. Bonsoir à tous. Je suis très très heureux de me retrouver avec vous ce soir en présence de Akina pour voilà, oui, alors ça c'était avec Akina, oui, c'était une belle rencontre, ce jeune homme. Alors, ce que je voulais vous dire, en tout cas, nous sommes donc en fin d'émission. Dans notre vie de tous les jours, honnêtement, par rapport à tout ce qu'on a entendu ce soir, c'est le vrai sujet, c'est oui, il y a la crise, mais c'est notre dépendance à un système, franchement, qui malheureusement, comme on le voit, ne protège plus personne, ne protège plus les étudiants, comme on vient de l'entendre, ne protège plus les agriculteurs, ne protège plus nos retraités. Donc, je voudrais vraiment, avant que nous nous quittions, que chacun de vous puissiez me donner une version de ce qui s'est passé depuis ces 40 dernières années, cette vision verticale, institutionnelle que nous subissons depuis 40 ans. J'aimerais que vous me disiez ce que vous en pensez. De cette vision horizontale dont vous avez parlé ce soir, c'est-à-dire la décrimocratie, la mise en place d'assemblées citoyennes constituantes dans chaque commune, et la dernière vision que nous portons, l'Alliance du peuple, avec Reconstruisons la France, qui est la fin de la représentativité. Est-ce que chacun d'entre vous pouvait me donner une vision sur ces trois questions? On va laisser la parole à Martine. Moi, je n'ai étant donné qu'on est toujours dans l'action de combattants, moi, ce que j'aimerais, alors je ne sais pas si je réponds à votre question, mais étant donné qu'ils font des conseils municipaux où les élus de l'opposition n'ont pas le droit à la parole, est-ce que les élus de l'opposition ne pourraient pas faire des conseils municipaux, recueillir l'avis et après les porter au maire? Parce que peut-être que ça serait une autre solution. Voilà, je dis ça. Ok. Voilà, nous, de toute manière, pour ce qui nous concerne, pour ce qui concerne notre association, on a avancé parce qu'on a fait les procédures. Parce qu'à chaque fois, on a fait la démonstration. Ils violaient la loi, ils violaient le PLU, ils violaient le plan de prévention des risques, ils violaient. Et à un moment donné, à force, les tribunaux ne peuvent plus passer sous silence. C'est tellement gros.
Et puis, on a obtenu la qualité à agir devant toutes les instances. Martine, ces actions que vous avez menées jusqu'à maintenant, vous savez que nous portons, nous, un projet qui devrait être d'ailleurs proposé dans tous les pays du monde. C'est celui de retrouver en fin de compte notre liberté. Je vous pose simplement une question, vous qui êtes dans le combat. Est-ce que si demain, on n'avait plus de président, qu'on n'ait plus de députés, qu'on n'ait plus de sénateurs, qu'on n'ait plus de partis politiques, et que nous puissions, grâce justement à la décrimocratie et grâce à la mise en place de femmes et d'hommes, de la citoyenneté, des habitants comme vous, comme moi, à qui on donnerait les clés du pouvoir, qui remplacerait les députés installés dans les mairies. Est-ce que vous pensez que tout ce dont nous avons débattu ce soir existerait vraiment? Et est-ce que le citoyen lambda que nous sommes ne prendrait pas soin de lui, ne prendrait pas soin des rivières, ne prendrait pas soin de la terre, ne prendrait pas soin de ses agriculteurs, ne prendrait pas soin de ses étudiants? Est-ce que si on renversait la table, Martine, est-ce que vous pensez que les choses seraient identiques à ce que nous vivons aujourd'hui? Eh bien non, c'est sûr que ça ne serait pas identique à ce que nous vivons, puisqu'ils n'ont fait que de cacher les choses. Ça fait 40 ans qu'ils cachent la vérité aux citoyens. Ça fait 40 ans qu'ils ne veulent... Si vous voulez, ils travaillent en catimini. Et nous, ce qu'on a fait, comme vous le faites, et comme Stéphane le fait, ou comme Philippe le fait, nous, on met au grand jour tout ce qu'ils magouillent. Donc, ils ont toujours travaillé en catimini. Il est sûr, c'est certain que si demain on renverse on renverse la table et que le citoyen a connaissance de tout ça, il va se dire, mais je ne vais pas travailler contre mes intérêts. Il va être intelligent, ils vont se regrouper, on va prendre des décisions saines. Quelles sont nos chances, Martine, d'après vous, pour que, puisqu'on a supprimé l'éducation civique dans nos écoles, pour mettre, pourquoi pas, l'éducation sexuelle, ça, on a été capable de le faire, mais l'éducation civique, ils l'ont enlevé. Est-ce que vous pensez qu'on a une chance d'arriver petit à petit à faire comprendre aux Français qu'on peut se passer d'un président, qu'on peut se passer de députés, qu'on peut se passer de sénateurs, qui nous coûtent une fortune. On pourrait d'ailleurs renvoyer cet argent aux agriculteurs. 1,4 milliard par an. Vous savez qu'il y a 77 codes. 77 codes. Des millions de lois, des millions d'articles. Donc, on n'a pas besoin, puisque de toute manière, il n'y a aucune loi on ne peut appliquer aucune loi. Donc, vous avez raison, on n'a pas besoin ni des députés, ni des sénateurs. On a besoin que le citoyen reprenne le pouvoir. Et d'abord, la première chose qu'il faudra faire, soit responsable. La première chose qu'il faudra faire, il faudra épurer tous ces codes. Parce que de toute manière, un code qui détruit. Attendez, vous vous rendez compte que pour une exploitation commerciale, le code du commerce, le code de l'urbanisme, le code de l'environnement, le code de la construction. Non, mais à un moment donné, ça va, non? Oui, on est d'accord. On va terminer cette émission. Le dernier qui prendra la parole sera Stéphane Bernard. Je voudrais donner la parole à Philippe Grégoire. Philippe, vous êtes un homme de conviction, un homme de combat. Vous êtes un homme qui n'avait pas peur. Vous êtes un homme qui prenait des risques. Et je voudrais savoir, très, très honnêtement, vous êtes un homme d'ailleurs en qui j'ai vu une grande potentialité. Quand je vous ai vu pour la première fois, quand je vous ai entendu pour la première fois, je me suis dit, voilà un homme qui, a priori, n'est pas dans un parti politique. Voilà un homme qui défend les agriculteurs. Et donc, je me suis dit, vous savez que nous nous battons, nous, depuis 8 ans maintenant, sur ce fameux projet de loi, qui est la loi 3515, qui est venue à l'Assemblée nationale en novembre 2020. Donc, on ne peut pas nous dire et nous évoquer même le fait que ce projet qui a été fait pour les agriculteurs au départ
Je le rappelle, je suis d'une famille d'agriculteurs. Et donc, comment pourrions-nous, ensemble, essayer de sauver cette agriculture, de sauver ces hommes et ces femmes aujourd'hui qui gagnent misère, de remettre justement tous les projets que vous avez, la facture aux agriculteurs. Comment pourrions-nous, est-ce que nous ne pourrions pas soulever la population agricole pour leur dire on a un projet de loi qui vous permettrait d'augmenter votre rémunération à 1 400 € minimum. Alors, je vous l'accorde, même 1 400 €, ce n'est pas beaucoup, mais ce serait un démarrage, et de leur rembourser la MSA. Est-ce que nous pourrions soulever les agriculteurs alors pour imposer ce projet de loi et qu'on aille le porter, nous, les agriculteurs, à l'Assemblée nationale, sur le bureau de Marine Le Pen, sur le bureau de Mélenchon, parce qu'ils disent sans arrêt qu'ils sont nos protecteurs, ils disent sans arrêt qu'ils sont les représentants du peuple. Est-ce que nous ne pourrions pas, ensemble, Philippe Grégoire, avec Stéphane, avec Martine, porter ce projet de loi et leur dire, vous dites sans arrêt que vous êtes les défendeurs du peuple, prouvez-le en votant ce projet qui est déjà venu à l'Assemblée nationale en novembre 2020. C'est ma question, Philippe. Alors, moi, je pense qu'il faut continuer le travail qu'on fait, même si on n'est pas rentré dans les détails, parce que c'est très technique. Même Stéphane ou Martine, il faudrait des émissions pour… Les gens posent des questions. Ce qui est bien, c'est les émissions où les gens posent des questions en direct. Il faut vulgariser, développer nos outils, dire que oui, effectivement, la dicrimocratie relocalisée pour maintenir les petits commerçants, artisans et les agriculteurs, c'est une des solutions, ça ne sera pas la seule, mais c'est une des solutions qui peut ramener, aujourd'hui, quand vous prenez une baguette de pain, sachez qu'il revient 3-4 centimes à l'agriculteur sur une baguette de pain. Pensez à ça. Quand vous achetez une brique de lait, il revient entre 3 et 4 centimes d'euros sur une brique de lait aux paysans. Ça, quand vous avez compris ça, vous avez tout compris. Et ça, on a eu Chirac et on les a tous eus, personne n'a rien fait. Donc, après, ils continuent de signer les traités de libre-échange. Tous, ils continuent. Hein, le traité, le dernier, après le Mercosur, UE-Australie, ils l'ont signé parce qu'on a besoin du lithium, et c'est un rapport de force avec les Chinois, parce qu'on a besoin de vendre des voitures, mais c'est surtout le lithium et l'industrie pharmaceutique. Et en plus, on a un handicap majeur que nos chefs d'État et de gouvernement n'ont pas anticipé, c'est qu'il aurait fallu faire une organisation internationale du commerce avec un groupe de pays avec lequel on a des intérêts communs qui représentent 85-90% de notre produit intérieur brut, et sortir de cette Union européenne, mais pour ça, il faut le préparer. Parce que l'Union européenne, avec un euro fort, nous désavantage. Là, aujourd'hui, l'accord Australie-US, ils ont un dollar US qui est à 1,65 € pour un euro chez nous, 1,65 €. Donc, avec la guerre des monnaies, en fait, on ne peut plus faire de dévaluation puisqu'on n'a plus la main sur notre monnaie. Donc, on fait des dévaluations internes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le gel des salaires, le gel du SMIC, le gel des prestations. On se contracte à l'intérieur de notre pays puisqu'on a laissé notre arme monétaire au commandement intégré d'Ursula von der Leyen. Pourquoi on est arrivé là? On est arrivé là parce qu'il y a eu quand même, chez nous en Europe et ailleurs aussi, une concentration des pouvoirs des grandes et moyennes surfaces, 3-4 acteurs, et 1,4% des entreprises de l'agroalimentaire qui font 85% du chiffre d'affaires, et BlackRock avec KKR, commencent à rentrer dans les multinationales françaises et européennes. Donc, c'est cette financiarisation de l'économie, cette concentration des outils où il n'y a plus que quelques acteurs. Des fois, il y a 2 acteurs concurrents, mais quand on va chercher à la tête, le patron est le même. Il a séparé les filiales. Donc, ça a tué tous les paysans, la paysannerie, 2 suicides par jour quand même, et puis les commerçants qui se suicident aussi, ne l'oublions jamais. Incroyable. Donc, l'appauvrissement généralisé, non pas des gens qui sont au chômage, mais des gens qui travaillent. On arrive à avoir des travailleurs pauvres, des gens qui travaillent 70-80 heures semaine. Donc ça, c'est bien le modèle économique qui a détruit ça. C'est pas le pape. Hein. Ça vient du modèle économique. C'est ça qui nous a détruit, Martine, moi et les autres.
On ne va pas se mentir. Donc, Merci Philippe. je laisse la parole à Stéphane. Voilà, merci Philippe. Stéphane, en 2 minutes, pas plus. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui concernant… Bon, on a bien vu que la solution que la démocratie pouvait apporter, elle pouvait reconnecter les citoyens, elle pouvait reconnecter les territoires, elle pouvait reconnecter les responsabilités. Donc, cette solution, elle est pérenne, elle est là, elle existe. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire et dire pour que les gens dans chaque commune viennent appuyer ce combat de tous les jours pour que demain le pouvoir revienne aux citoyens? Alors, 2 minutes, ça va être compliqué, mais je vais essayer de tenir l'engagement. Premièrement, pour répondre à ta question, chez les démocrates, alors quand je dis les démocrates, je ne parle pas des démocrates à l'américaine, hein, je parle des démocrates qui réfléchissent à la démocratie directe. Nous sommes diverses et variés. Il y a ceux qui pensent qu'il faut aménager la Ve République, il y en a qui pensent qu'il en faut une sixième, il y en a qui disent qu'il faut changer la constitution actuelle. Bref, souvent, moi je considère que c'est l'aménagement du Titanic, mais c'est aussi quelque chose qui pourrait être envisagé. Il y a des systémiques, comme toi et comme moi, hein. Je crois savoir, Bernard, que tu es un systémique et que pour toi, tu réclames la fin du parlementarisme. Je suis aussi pas un anti-républicain, mais je pense que la République a terminé son temps et qu'elle avait, encore une fois, comme je l'ai dit, été faite pour une personne et par une personne et qu'elle n'est plus adaptée à notre époque. C'est Donc, ça. effectivement, parmi les démocrates, il y a des systémiques, il y a des gens comme moi, comme mon alter ego Kali, avec qui nous avons commencé il y a plus de 2 ans le mouvement de démocratie directe, qui a fait des petits, ou du moins dans la sémantique. Et nous pensons que, en s'appuyant sur le travail d'Étienne Chouard, par exemple, ou de Jacques Testard, on pourrait, sans aucun problème, au niveau national comme au niveau communal, on pourrait sans aucun problème arriver à ce que nous voulons faire, hein. Donc, deuxième point, je ne vais pas y arriver en 2 minutes, mais je vais essayer d'être très rapide. Je voulais vous montrer très concrètement ce que pourrait donner et avec qui nous devons mettre ensemble dans ce cercle vertueux. Alors, le premier triptyque, c'est évidemment le citoyen, l'élu et le paysan, puisque la démocratie et la décrimocratie, c'est le cœur du combat. Mais pour ça, il faut absolument qu'au niveau des communalités, des intercommunalités, des collectivités territoriales, bref, tout ce qui constitue nos terroirs. Je préfère parler de terroir plutôt que de territoire, hein, parce que c'est important. Nous nous adressons aux paysans et on sait très bien que la configuration de chaque terroir est différente et que donc l'agriculture est forcément différente et que le travail, comme les communes sont différentes, devra s'adapter aux réalités de terrain. Et donc, si le citoyen, l'élu, le paysan, avec l'aide des commerçants, qui pourrait être une forme de conciergerie, avec les artisans, pareil, avec des commerçants qui pourraient faire de la transformation quand il y en a effectivement besoin, avec le travail des associations, avec le travail des tiers-lieux, c'est aussi des démarches citoyennes magnifiques, les tiers-lieux qui nécessiteraient, nous avons fait des émissions entières à ce sujet, et aussi les entreprises, puisque c'est de l'entrepreneuriat. Tout à l'heure, tu parlais à juste titre, et je crois que tu as même sous-estimé, ou c'est peut-être Philippe qui disait, aujourd'hui, on a plus de 90% du tissu économique, c'est des TPME, voire des très petites entreprises. Et que ceux dont on parlait, les voleurs de subventions, sont les grands groupes. Hein, c'est l'argent qui existe, parce que l'argent existe. Hein. On nous parle souvent de la fraude sociale, mais on nous parle jamais des exonérations de cotisations sociales qui sont données à coups de milliards tous les ans à des entreprises qui n'ont aucune obligation en contrepartie de l'argent que l'on leur donne. Alors, il ne s'agit pas d'être dans un modèle communiste, il s'agit juste de faire du réalisme et de comprendre qu'aujourd'hui, l'économie, elle ne peut passer, le pouvoir ne peut passer que éventuellement par une démarche citoyenne. Et je terminerai là-dessus. Que peut-on faire? Nous, on est très concret. Hein. Tout à l'heure, je l'ai dit, on est force de proposition. On demande à tous les citoyens qui nous écoutent de faire une action
qui va vous prendre quelques minutes. Vous allez sur le site de la décrimocratie, sur la page d'accueil, vous avez quelques informations, une plaquette que vous pouvez télécharger si vous voulez rentrer vraiment dans le détail, mais la chose est très simple. Vous voulez connaître l'adresse et le mail de votre mairie, vous cliquez sur le lien numéro 1 que vous voyez ici, vous avez l'adresse et le mail de votre mairie. 2, vous avez un modèle type de lettre que vous pouvez copier-coller ou que vous pouvez imprimer. Si vous voulez aller jusqu'au bout de la démarche, pourquoi ne pas l'envoyer en lettre recommandée avec accusé de réception à votre maire, mais un simple mail nous suffira. Et 3, soit vous faites ensuite le suivi, soit vous nous transmettez le double de votre maire que vous avez adressé à votre mairie, et nous allons assurer le suivi, comme nous allons d'ici les semaines à venir envoyer plusieurs dizaines de milliers de mails à toutes les communes de France, à tous les préfets de France, à certains types de collectivités, pour leur faire et leur rappeler que le DICRIM, le plan communal de sauvegarde et le plan intercommunal de sauvegarde, ne rentrons pas dans les détails, bref, le DICRIM est un droit que nous devons avoir, et qui, avec cette simple action en 3 temps qui va vous prendre quelques minutes, que vous pourrez activer et démarrer peut-être une chaîne vertueuse qui pourra à terme très rapidement mettre en place ce que nous espérons. Alors bien sûr, tout ça, c'est beaucoup plus complexe que ça peut en être, mais quel est le premier pas en avant que nous pouvons faire? C'est simplement ça. Envoyer un mail à notre mairie et nous déléguer le reste. Et rassurez-vous, nous ne vendons pas les données, nous faisons en sorte d'être bien respectueux de la législation, et vos mails seront bien gardés, et vos adresses et vos données personnelles aussi, en ce qui concerne. Voilà, j'ai été plus que 2 minutes, je m'en excuse Bernard, mais je ne pouvais pas conclure aussi rapidement. Bon, écoute, en tout cas, merci à vous tous d'avoir participé à cette émission. Vous savez, ces personnes qui ont été là ce soir, c'est effectivement qui se donnent avec leur cœur, qui ont souvent aussi peu de moyens, puisque nous nous battons tous avec très peu de moyens. Donc, si vous voulez vraiment changer ce système, nous devons recréer une connexion entre nous tous. Arrêter de croire et de penser que nous pouvons avancer seuls, comme on dit toujours. On est devenu tellement individualiste que bien on fait plus attention à son voisin. Donc nous préconisons une reconnexion entre citoyens, une reconnexion entre territoires. Et si la solution, elle était déjà là, et je vous garantis qu'elle est là quand on entend ce qu'on a entendu ce soir, oui, la solution existe. Donc, essayez dans chaque commune, dans votre commune, de créer un petit comité de 2-3 personnes qui pourraient justement mettre en avant le DICRIM, mettre en avant cette association dont on a pris connaissance ce soir, et puis de créer une assemblée citoyenne, puisque vous savez que l'Alliance du Peuple propose de créer des assemblées citoyennes dans toutes les communes françaises pour justement que nous puissions prendre part aux décisions, que nous arrêtions de croire que nous avons besoin de quelqu'un au-dessus de nous pour qu'il décide pour nous. Reprenons notre souveraineté, reprenons notre destin en main pour le futur de tous nos enfants et de toutes les futures générations. Je vous dis à mardi prochain. Merci d'avoir participé. Merci Martine, merci Claude, merci Philippe et merci Stéphane. À mardi prochain. Merci à toi. Pour cette émission. Merci. Merci.